voudrais tout d'abord remercier mes amis Hassan et Fouad pour l'invitation permanente et l'excellence de leur congrès qui ne se dément jamais. Donc, on sera toujours là pour faire ce travail que nous faisons ensemble depuis des années. Pour répondre celui-là. Donc avant de commencer, je voudrais vous inviter tous à notre prochain congrès qui se tiendra à Rabat, 19, 20 et 21 juin, où nous allons aborder beaucoup des sujets. Et je remercie mon ami professeur Samir Hamama de bien avoir accepté d'être notre président d'honneur aux côtés du professeur Rosenberg de Paris. Et donc je vous invite tous à venir à notre congrès. Donc je vais parler de ce sujet difficile qui sont les poor responders. Et déjà d'emblée, deux sous-groupes se détachent, qui sont les patientes avec une insuffisance ovarienne et les patientes en réponse insuffisante. En insuffisance ovarienne, la définition est claire, aménorrhée, âge inférieur de 40 ans, FSH supérieur à 25. Situation assez rare. Les causes sont relativement connues aujourd'hui, et notamment les causes liées à des anomalies du chromosome X. Et le syndrome de Turner a été évoqué tout à l'heure. Je citerai aussi les mutations et prémutations éphémères qui sont importantes à déterminer chez ces patientes parce qu'il s'agit pas de les guérir, mais au moins de donner un counseling pour la famille. Et s'il y a encore parfois des grossesses obtenues, faire attention à ce qu'il n'y ait pas des anomalies chez la descendance, notamment les retards mentaux. Et aujourd'hui, avec les séquençages génétiques, on sait qu'il y a à peu près une centaine d'anomalies génétiques et on va en découvrir de plus en plus. Les mécanismes sont aujourd'hui déterminés, on va pas trop s'attarder dessus. Et surtout, je voudrais parler de ces causes qui ne sont pas génétiques ou de naissance, mais plutôt les causes acquises. C'est la chirurgie des ovaires, la chirurgie des endométriomes. Ça cause des insuffisances ovariennes. Les maladies auto-immunes. Nous voyons beaucoup de nos patientes qui ont des hypothyroïdies, des thyroïdites auto-immunes. Cette patiente avec maladie auto-immune, thyroïdienne ou autre est aussi exposée à un jour faire de l'insuffisance ovarienne. Les traitements anticancéreux. Et aujourd'hui, nos oncologues sont de plus en plus avertis grâce au travail qu'on a fait avec eux, tous ensemble. Ils sont avertis qu'ils doivent obligatoirement parler de la préservation de fertilité chez leurs patientes qui vont subir ces traitements gonadotoxiques, puis la tuberculose et le tabac. Et quand on a ces situations-là, eh bien, il faut absolument être attentif à nos patientes, leur expliquer et les surveiller parce qu'il s'agit de leur proposer une préservation de fertilité si elles ne sont pas encore dans un projet de faire un bébé. Pas de chirurgie intempestive, c'est la première prévention. Congélation des ovocytes ou des embryons, si c'est possible, et congélation de tissu ovarien quand c'est urgent. Et avec mon ami, nous avons développé ce programme depuis quelques mois dans notre centre et toute l'équipe d'Al Boustan, nous sommes à votre disposition, Bachouchi, moi-même et toute l'équipe sommes disposés à gérer avec vous vos patientes de près ou de loin et nous faisons des congélations d'ovaires dans notre centre depuis quelques mois. Nous sommes à notre 7e congélation et les choses sont en train de se mettre en place. Alors ces patientes, qu'est-ce qu'il faut leur proposer ? Eh bien, il faut d'abord protéger leur santé générale. Il faut leur donner un traitement hormonal substitutif parce qu'elles sont jeunes, elles manquent d'hormones. Il faut leur expliquer que c'est pas un traitement de ménopause, c'est un traitement pour leur apporter des hormones qui leur manquent pour leur bonne santé. Ils doivent comprendre la différence et qu'ils doivent prendre ces traitements jusqu'à l'âge naturel de la ménopause, voire après. Et aussi leur expliquer que c'est peut-être il y a encore un petit espoir, parce que souvent elles se découragent et n'essayent même plus de faire des bébés, et des études clairement montraient qu'il y avait encore un potentiel de grossesse, y compris lorsqu'il y a une aménorrhée, surtout la première année. 4% dans cette série, 5% dans cette série, et dans la dernière publiée en 2023, 8,6% de grossesse spontanée, y compris chez ces patientes avec aménorrhée. Donc, on se gardera de leur dire qu'elles sont définitivement stériles, on les encouragera à essayer, et surtout, on leur donnera pas un traitement substitutif contraceptif. Il faut donner un traitement substitutif comme pour une femme ménopausée pour justement laisser ce petit potentiel de grossesse arriver s'il doit arriver un jour. Il y a des techniques en développement, c'est l'activation des cellules in vitro, l'activation des ovaires, les cellules souches. Pour l'instant, il y a des prémices, mais pour l'instant, pas de gros résultats. Et puis, le fameux PRP sur lequel je reviendrai un petit peu lorsqu'on parlera des Hudson.
Pour entrer dans le sujet qui nous intéresse le plus au quotidien, c'est les Poor Ovarian Responders, depuis les critères de Bologna, qui ont un petit peu permis de reconnaître ce sous-groupe de patientes, mais qui n'ont pas permis de différencier entre les différents sous-groupes et leurs pronostics. Et du coup, on est allé vers des critères un petit peu plus sélectifs, où on a subdivisé ces problèmes en plusieurs groupes. Et grâce à l'étude de Sankara que nous connaissons tous aujourd'hui, plus nous produisons d'ovocytes chez nos patients, plus elles produisent d'ovocytes, plus elles ont des chances de grossesse. Et ces chances de grossesse ont été clairement démontrées, comme toujours allant vers le haut. Dans les taux cumulés de grossesse, l'étude de Dracopoulos est très parlante. Moins de 3 ovocytes. Si on a plus que 3 ovocytes, on multiplie les chances par 2,4. Plus de 10, on multiplie par 3,5. Et plus de 15, on multiplie par 5,6. Donc, plus d'ovocytes, plus de chances de grossesse. Donc, on a pu déterminer 4 sous-groupes. Les groupes des normal responders, plus de 10. Et 2 petits groupes, ce sont les suboptimales ou les poor responders, moins que 4, entre 4 et 9. Et c'est là l'origine de la classification. Alors, les causes, on les connaît, mais surtout, je voudrais insister sur celles qui sont encadrées en rouge. C'est les mutations génétiques au niveau de la FSH, des récepteurs de la FSH, de la LH et ainsi de suite. Toutes ces les isoformes et les mutations vont être responsables d'un certain nombre de réponses insuffisantes. Et on est passé progressivement du concept de low responders au concept de low prognosis patient avec ces 4 sous-groupes définis par le Poséidon. Vous le connaissez aujourd'hui tous, globalement. Il y aura les femmes avec une réserve ovarienne normale qui vont avoir une mauvaise réponse et les femmes avec une réserve ovarienne basse qui vont avoir une mauvaise réponse. Et on a subdivisé en 2 groupes, moins de 35 et plus de 35 ans. Donc d'emblée, on voit qu'il y a 2 grands facteurs qui se dégagent, c'est l'âge et la réserve ovarienne. Et le premier groupe a eu déjà des stimulations pour FIV. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'on sait qu'au fur et à mesure que l'âge augmente, on va avoir moins d'ovocytes qui sont produits et plus d'ovocytes aneuploïdes qui vont être produits. Forcément, ça va baisser les taux de naissance vivantes et augmenter les taux de fausses couches. Et ça, c'est très important à retenir. Parce que ce qui compte quand on travaille avec nos patients, c'est de produire des blastocystes euploïdes. Et grâce aux études génétiques, aujourd'hui, on sait très bien qu'est-ce qu'on produit. Et par exemple, regardez ces chiffres. Ces jeunes femmes jeunes, produire 5 à 7 blastocystes, on est sûr qu'ils ont au moins un blastocyste euploïde, donc une grande chance de grossesse. Chez des femmes de 40 ans, il faut produire 5 à 7 blastocystes, ce qui est difficile, et seulement un tiers de ces patientes vont avoir 1 à 2 blastocystes euploïdes. Donc, on est vraiment dans une situation très compliquée quand on a peu d'ovocytes et surtout si elles sont âgées. Et parce que l'objectif, c'est le blastocyste euploïde qui donne ses chances de grossesse et pas le nombre qu'on obtient et toutes ces choses. Donc, ces 4 sous-groupes, aujourd'hui, on les connaît. Ce sont les patientes avec réserve ovarienne basse, ce sont les poor responders. Mais expected poor responders, on sait au départ qu'elles vont être difficiles à stimuler et que d'emblée, on va aller vers des protocoles qui sont tout de suite adaptés à la première tentative. Le deuxième groupe, ce sont les unexpected poor responders. Pourquoi? Parce qu'elles ont une bonne réserve ovarienne. Donc, on s'attend à ce qu'elles répondent bien. Et c'est pour ça que lorsqu'on les stimule et qu'on les stimule pas de façon adéquate, on a ce nombre d'ovocytes insuffisant pour produire des taux de grossesse significatifs. Et comment aujourd'hui on sait que notre patiente a été d'emblée une suboptimal responder, disons-le, parce que on l'a stimulée, pourtant elle a donné une mauvaise réponse. Eh bien, il y a un outil qui a été développé depuis au moins une vingtaine d'années par Renato Franchin, c'est le FORT, Follicular Output Rate. En début de la stimulation, on fait à l'échographie le compte des follicules en trop, et en fin de stimulation, le jour du déclenchement, on a les pre-ovulatory follicles, donc de 16 à 22 mm, ceux qu'on va considérer comme valides pour le déclenchement. Et si on a une production de moins de 50%, on va dire, entre le début et la fin, c'est qu'on est dans une réponse qui n'est pas optimale. La patiente n'a pas donné ce qu'elle devait donner. Par contre, si on a une femme qui en a que 8, par exemple, au départ, et que la stimule, et à la fin de la stimulation, on en a 5 qui sont au stade de déclenchement, elle a répondu ce qu'elle pouvait répondre. Ce sont deux populations très différentes. Il y a le Follicular to Oocyte Index, qui est très intéressant parce qu'il va nous parler des ovocytes produits, mais très difficile de comparer les travaux parce que ça dépend aussi de la qualité de la ponction que vous avez fait. Alors, comment on va manager ces groupes? C'est les expected poor responders. D'emblée, on sait qu'il faut les stimuler au maximum. Encore que c'est débattu.
stimuler au maximum. On préconise 300 unités, d'autres vont jusqu'à 450, d'autres même 600. On peut donner de la FSH. Il faut ajouter des HMG, ça donne de meilleurs résultats, paraît-il, ou ajouter de la recombinante LH, ça semblerait donner encore de meilleurs résultats. Tout cela est très débattu. Et la LH semble être bénéfique seulement pour les patients de plus de 35 ans, ou peut-être le sous-groupe de patientes qui a ces polymorphismes génétiques, mais pourquoi pas d'emblée tout de suite avec de la LH, parce qu'on ne sait pas les reconnaître, ces patientes, avec ces polymorphismes génétiques. Alors, est-ce que les fortes doses sont vraiment toujours nécessaire? Ça n'a jamais été clairement démontré. Mais au moins, on est rassuré, on s'est dit qu'on a fait le maximum. Est-ce qu'on a été délétère? Personne ne sait, mais c'est ce qui est considéré aujourd'hui comme la recommandation. Alors pourquoi la LH, l'étude ESPART de Oumaidan, très ancienne, plus de 900 cas, n'avait pas trouvé de différence avec recombinante LH ajoutée à la FSH ou sans recombinante LH. Mais le sous-groupe des patientes qui a plus de 35 ans avait un bénéfice à recevoir de la LH parce qu'on sait qu'à cet âge-là, il y a moins d'androgènes, moins de LH, et donc il y a les processus de recrutement au départ qui pourraient être altérés. Pour les unexpected poor responders, qui sont vraiment le groupe qui nous intéresse parce que celle-là, on ne le savait pas. Et donc, on va peut-être leur faire perdre un cycle de stimulation qui n'est pas optimal. Et un cycle qui n'est pas optimal, c'est un coût. Parce que nos patients payent de leur poche, en tout cas au Maroc et dans beaucoup d'autres pays. Qui sont ces suboptimal poor responders? Elles sont de moins de 35 ans ou de plus de 35 ans, mais elles ont une réserve ovarienne considérée comme correcte. Elles ont déjà eu une première stimulation, et à la première stimulation, il y en a qui ont produit moins que 4, et il y en a qui ont produit entre 4 et 9. Donc, 2 sous-groupes. Eh bien, parmi ces patientes qui n'ont pas bien répondu, c'est celles qui ont été correctement traitées, peut-être qu'elles ont ces polymorphismes génétiques dont on a parlé tout à l'heure. Et ces polymorphismes génétiques, la seule façon de les traiter aujourd'hui connue, c'est d'augmenter les doses de FSH parce qu'elles ont moins de sensibilité à la FSH et de rajouter de la LH, en tous les cas au moins pour les femmes de plus de 35 ans. Mais on a déjà raté un cycle si on les avait pas correctement stimulés au cours du premier cycle, et ça est un coût, et le coût est un frein pour une deuxième tentative. Parce que là, les études vont sur une deuxième tentative après l'échec d'une première tentative. Et il y a le taux de drop-out. Beaucoup de nos patients ne feront pas une deuxième tentative. En tout cas, dans mon expérience, nous avons fait un travail dessus. Les patientes ont 1,8 cycles par patiente, toutes patientes confondues. Et la majorité d'entre elles, au moins les 3/4, n'ont jamais eu qu'un seul cycle. En tout cas, chez nous, on ne sait pas si elles ont fait ailleurs. Donc, ça témoigne qu'il y a importance à les stimuler très bien au premier cycle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Cette étude vraiment intéressante du groupe de STVS a étudié un grand nombre de patientes qui ont été a posteriori classées comme suboptimal responders, et ils ont trouvé que quasiment 43% des patientes a posteriori ont été retrouvées comme suboptimales. Et ils ont essayé de trouver quels sont les critères qui auraient pu prédire qu'elles étaient suboptimal responders. Et ces critères, ils les ont étudiés, c'est l'âge, ça on le sait, le poids, c'est important. On vous parle souvent de l'IMC. Moi, personnellement, je considère depuis toujours l'IMC comme un facteur de prise en charge pour le lifestyle, mais pas un facteur qui doit indiquer quelle dose je dois utiliser. C'est le poids qui doit compter. Et cela va être confirmé dans beaucoup d'études. Et cette étude de STVS, qu'est-ce qu'elle a montré? Eh bien, très surprenant. Ce que nous considérons comme une réserve normale, AMH 2.17, avec un compte des follicules en 3 à 9, pouvait prédire une poor response, moins que 4. Et plus loin, 2,97 d'AMH et antral follicle count 12 pouvait prédire une suboptimal response. C'est une étude rétrospective, certes, mais quand même, elle nous remet en question concernant qu'est-ce qu'on considère comme une bonne réserve ovarienne. Et puis, il y a les iatrogéniques poor response, parce qu'on n'a pas évalué le vrai protocole qui doit être fait chez notre patiente. Et au moins, en début d'expérience, on doit utiliser des choses qui nous aident à choisir la bonne dose. Et le nomogramme de la Marca est très intéressant. Et il est important donc pour déterminer la dose de départ, en tout cas en début d'expérience. Moi personnellement, j'augmente les doses un petit peu lorsque la patiente a un poids élevé. J'augmente toujours un peu la dose parce que je tiens compte du poids et bien évidemment le lifestyle. Eh bien, en étude randomisée, ce protocole ou ce nomogramme de la Marca a permis d'optimiser les bonnes réponses, de diminuer le taux de réponse insuffisante sans changer le taux d'hyperstimulation.
Et donc, il est important de faire très attention quand on stimule nos patientes à être en dessous de la barre. Et aujourd'hui, grâce au protocole antagoniste et grâce au déclenchement par agoniste, nous avons moins la hantise d'avoir une hyperstimulation. Et nous faisons de la vitrification, nous avons moins la hantise de congeler nos embryons. Et donc, dans des études aussi très intéressantes qui ont justement testé ces protocoles en ajoutant les doses de FSH, en ajoutant de la LH, à la deuxième tentative, chez un groupe de patientes qui a été à la première tentative jugé comme poor responders, et ils sont arrivés à obtenir 10 ovocytes. Donc, sortir du poor response à une normale response chez le groupe 1 et passer dans le groupe 4, qui est le pire, à 5,5. Donc, passer dans un groupe de meilleur pronostic. Et là, le taux de naissance vivante a été clairement montré. Groupe 1 et groupe 3, c'est-à-dire quand elles sont jeunes, les résultats sont très bons. Le protocole agoniste ou antagoniste donne les mêmes résultats et l'âge reste le facteur déterminant. Et si à une première stime, c'est ce que je fais, je regarde mes patientes après 4 à 5 jours de stime. Si d'emblée je n'ai pas une réponse correcte, tout de suite, je considère que je suis probablement soit en dessous de la dose, soit chez une patiente qui a un polymorphisme. Donc, j'augmente tout de suite mes doses à la dose maximale et j'ajoute des ACG et je fais une ponction avec rinçage folliculaire obligatoire. Est-ce que le dual trigger est intéressant? Si on prend le mélange RCT et études rétrospectives et prospectives, oui. Mais si on ne prend que les études randomisées, le dual trigger n'a encore jamais clairement défini son importance. Et puis, nos respondeurs sont-elles tous de mauvais pronostics? Eh ben non. Regardons cette étude de Esteves comparant pratiquement 5000 cas dans les groupes poséidons et les groupes non poséidons. Regardez le groupe 1, même résultat lorsqu'elles sont prises en charge correctement que le groupe non poséidon. Le groupe 3, pareil, elles sont jeunes et elles font aussi de bons taux de grossesse. La condition, c'est d'obtenir des ovocytes et des blastocystes euploïdes. Et là, les courbes sont claires. Groupe 1, c'est la même chose que les autres si elles sont correctement traitées. Et aussi l'étude optimiste, parce qu'il faut répéter les cycles pour obtenir assez d'ovocytes et donc assez de blastocystes compétents. L'étude optimiste montre la même chose. Après 3 à 4 cycles, on obtient des taux de grossesse très importants chez les femmes jeunes parce qu'on a répété et obtenu le nombre d'ovocytes et de blastocystes euploïdes suffisant. Et enfin, les Hudson, parce que c'est important d'en parler. On veut quelque chose qui va faire un plus pour nos patientes. La dernière méta-analyse parue il y a quelques mois dans Fertile Stérile, et puis il y en a d'autres, a montré que la testostérone, oui, ça aide. Malheureusement, on n'a pas de testostérone par patch. On utilise par voie orale. On utilise parfois la DHEA comme substitut. Malheureusement, il n'y a pas encore de démonstration claire que la DHEA marche. Mais cette DHEA a au moins un intérêt. Nos patientes ont parfois une sexualité altérée. Et ça va booster la sexualité. Et la sexualité permet aussi des grossesses spontanées chez les femmes qui n'ont pas de problème tubaire. Le reste, pour l'instant, est débattable. Et enfin, le dernier, c'est le PRP qui est très en vogue, que tout le monde pratique, malheureusement. Regardez cette très belle publication de Pellicer qui a montré tous les process. Elle a bien expliqué, c'était vraiment très très belle. Je vous invite à lire cet article. Et en fin de son article, elle dit que c'est très prometteur, que ça donne de bons résultats. Elle n'a pas été jusqu'au bout de l'histoire, elle ne parle que des ovocytes produits, de l'AMH et toutes ces choses. Et elle cite par exemple Barad, elle cite Tulek. Bien sûr, je suis curieux, j'ai été voir ce qu'ils ont dit ces gens-là. J'ai sorti leur publication. Tulek dit qu'il n'y a pas. Donc quand vous lisez, faites attention. Barad et Gleicher, très sérieux de New York, pas de résultats. Faites attention à ce que vous lisez parce que parfois on ne va pas jusqu'au bout de l'histoire qui est la naissance vivante. Et enfin, les études randomisées. C'est le plus haut niveau de preuve. J'attends vraiment avec impatience d'avoir la possibilité d'utiliser le PRP. Je l'ai fait. J'ai abandonné il y a une dizaine d'années parce que j'avais pas de résultats et je suis impatient d'en avoir. Études multicentriques randomisées chez des femmes jeunes. Donc, a priori, de meilleurs pronostics. PJTA, on ne transfère que des embryons euploïdes. Et le primary outcome, c'est-à-dire le porte-étendard de la PRP. Je vais faire plus d'ovocytes. OK. Et puis, l'AMH et toutes ces choses. Ils ne produisent ni plus d'ovocytes, ni plus de blastocystes euploïdes, ni plus de naissances vivantes, ni plus d'amélioration contre des follicules en trop, ni plus d'amélioration d'AMH. Tous les critères défendus par la PRP. Et puis mieux encore, 3 stimulations, études randomisées. 3 stimulations. À la première ponction, un groupe a reçu du PRP et les autres groupes ont continué sans PRP. 3 stimes successives et ensuite on a fait la comparaison. Pas plus d'amélioration, pas plus de naissances vivantes, pas plus de blastocystes
euploïdes. Il y avait une tendance à avoir plus de naissances vivantes dans le groupe sans PRP, sans atteindre la signification. Donc aujourd'hui, vraiment, j'attends encore pour pouvoir enfin faire tous les jours cette pratique chez moi. Donc, take home message, c'est quoi? Poséidon est un excellent concept parce que ça nous permet d'emblée de séparer les populations et d'être très attentifs à la façon dont on va les stimuler. Elles ne sont pas toutes de mauvais pronostics. Notre counseling doit être vraiment très attentif. On ne doit pas prononcer des mots qui vont faire abandonner nos patientes ou les faire croire qu'il n'y aura pas de chance pour elles. Groupe 1 et groupe 3, d'excellentes chances, et les autres, on peut faire quelque chose. Deuxièmement, expliquer qu'une AMH basse n'est pas stérilité. C'est simplement une production qui est moins importante. Les résultats de 3 à 4 FIV, qui c'est le plus important, c'est de cumuler assez d'ovocytes et assez de blastocystes euploïdes pour arriver au résultat, quel que soit l'âge. Les doses de FSH d'emblée doivent être adaptées. L'âge est le facteur clé, pas de perte de temps, parce que la perte de temps, c'est une perte de chance. Faire perdre beaucoup d'argent dans des traitements aujourd'hui sans aucune preuve d'utilité, c'est faire perdre des chances à nos patientes. Parce que cet argent va pouvoir servir à la seule chose qui aujourd'hui a permis de prouver qu'on pouvait faire quelque chose pour elles, répéter les FIV, et ça a besoin d'argent. Donc traiter correctement la première tentative, répéter correctement si on a échoué à la première, sans tarder. Je vous remercie. Merci Jamal, excellent communication. J'espère que ça va attirer énormément de questions. Oui. Alors, bravo pour cette topo. Avant de poser mes questions, j'ai reçu un message comme quoi il faut qu'on arrête. Après le topo de Jamal, pour les déjeuner, on reprend une heure après. Ma question, bravo pour cette topo. 3 remarques plutôt, et je voudrais avoir ton avis. La première, je crois, tu l'as dit à juste titre, le meilleur marqueur de la réserve, c'est l'âge. D'accord? Maintenant, je reviens à l'AMH. Mes amis du Maroc, on cite toujours l'AMH, mais la question est, on sait que l'ethnicité impacte le taux de l'AMH. Ma question est, quand est-ce que vous allez commencer cette étude sur l'AMH sur les patients marocains? Parce que chez vous, il y a le Haut-Atlas, il y a le désert, il y a la citadine. Donc, je pense qu'il est temps d'établir un norme, ou non pas 2,17 ou je ne sais quoi, qu'on sache est-ce que la norme, la moyenne de MH chez la patiente marocaine est identique et similaire à une femme caucasienne ou une femme de couleur. Donc, je pense que ça, c'est une étude qu'on ne peut pas faire l'économie parce que sinon, on va s'y répéter. La dernière chose que tu as évoquée à juste titre, je crois, c'est inutile Si d'aller... tu permets, je peux répondre à cette question déjà? Vas-y. Aux États-Unis, où ils ont le droit de faire des études raciales, les Noirs, les Hispanos et les Caucasiens. Ils ont fait ce travail. Ils ont montré très bien, parce que c'est la population qui vient. Chez nous, c'est la même chose. On a une population qui vient d'Europe, une population qui est un peu méditerranéenne et une population qui vient de l'Afrique subsaharienne. On est tous mélangés. Donc c'est à peu près comme aux États-Unis. Donc, mais il faut le démontrer. Je suis d'accord avec toi. Mais déjà, on a un début de réponse. On le sait. Moi, quand je traite mes patientes venant d'Afrique subsaharienne, je sais qu'il faut aller d'emblée avec des fortes doses. Même avec une AMH apparemment normale. Elles répondent beaucoup moins bien. Probablement qu'il y a des polymorphismes. Alors, je ne sais pas. Mais je sais qu'il faut aller plus fort. Et tu as raison, il faut qu'on le fasse. Ma deuxième remarque est la suivante. Nous, on a démontré, et on a même publié dans Human Reproduction il y a plus d'une dizaine d'années, qu'au-delà de 2500 unités de FSH, on reprime totalement le récepteur commun et l'HCG. Certes, tu vas ramener un ovocyte de plus en changeant de dose en cours de route et en augmentant la dose, mais en réalité, en termes usable oocyte ou usable embryon, il n'y a pas de bénéfice pour la patiente. Je suis presque d'accord avec toi. Ma dernière remarque, j'ai fini. D'accord. Chez les normaux, chez les mauvaises répondeuses ou les patientes à faible réserve ovarienne, quid de cycle spontané? Surtout chez les femmes de moins de 36 ans. Nous, jusqu'à aujourd'hui, dans notre programme, on l'utilise. Certes, on a 20-25% de ponction blanche, mais quand on ramène l'ovocyte méta2, lequel génère un embryon, son potentiel implantatoire est meilleur que celui qu'on obtient sur une corde d'une dizaine ou une quinzaine d'ovocytes. Oui, je suis... rappelle-moi ta deuxième question. Sur le récepteur et l'HCG, tu m'as déjà répondu. Ouais. Mais sur quid la place
De cycle spontané. Oui, cycle spontané. Oui, bien sûr. Pour la Alors, femme, est-ce qu'il moi, faut 37 stimuler ans. à forte dose? J'ai dit, c'est très, très débattable, mais il faut s'arrêter à un certain moment. Tu l'as cité, l'étude. Oui, oui, je vais même aller plus loin. Le cycle spontané, comme tu l'as dit, il faut accepter les cycles annulés parce qu'on n'a rien obtenu. Et donc, surveiller les patientes régulièrement et fréquemment. Mais ce qui a aussi été étudié, c'est utiliser le létrozole et le citrate de clomifène chez les femmes avec très faible Absolument. réserve ovarienne. Ça donne les mêmes résultats que la FSH. Mais je crois aussi, si on veut Le refaire les problème bilans, qu'on a avec ça, c'est qu'on va pas avoir le sous-groupe des patientes qui ont des polymorphismes génétiques. C'est là on pourra pas les traiter Oui, mais- avec du létrozole ou du clomifène. Je Il pense faut aller avec ACG et, enfin, on HMG. peut identifier des bons cycles pour y aller et de mauvais cycles pour ne pas y aller. Il suffit de faire la Tracking. FSH et la LH, J2, J3 et l'estradiol. Ça te permet peut-être de canceller 1 ou 2 cycles, mais des fois, tu tombes dans ce cycle intéressant avec FSH, moins de 10, même l'AMH, parce que l'AMH, c'est des femmes fertiles. Il est moins de 1, et pourtant, ils sont fertiles. Donc, je pense, c'est à nous aussi de savoir le cycle à canceller et le cycle à y aller. Merci, merci. Je crois qu'on va arrêter.